Cette vidéo présente un devoir utilisé dans le cadre d'une classe inversée qui introduit la notion de déplacement d'équilibre. Vous y trouverez des petites séquences vidéo entrecoupées des questions qui ont pour but d'évaluer la compréhension des élèves ou de relancer leur attention. Nous avons vu précédemment qu'un état d'équilibre n'est pas dû à un arrêt de la réaction, mais à une réaction réversible qui se fait dans les deux sens, à la même vitesse. Nous allons maintenant observer comment réagit une réaction qui a atteint l'équilibre si on additionne un produit ou un réactif, si on chauffe, etc., si on applique une modification. Et pour cela, nous allons découvrir le principe de Le Chatelier qui s'énonce ainsi. Si on applique une contrainte à un système en équilibre dynamique, l'équilibre tend à se déplacer dans le sens qui minimise l'effet de cette contrainte. Les paramètres dont les modifications peuvent affecter l'équilibre d'une réaction sont la concentration d'un réactif ou d'un produit, le volume de l'enceinte réactionnelle ou la pression appliquée qui revient finalement aussi à raisonner sur la concentration du réactif ou du produit, et puis finalement la température. Nous allons donc maintenant étudier ces trois phénomènes. Regardons un exemple d'équilibre du cobalt qui est utilisé dans des objets qui sont censés prévoir le temps qu'il va faire. Cette petite statuette, par exemple, est censée devenir rose lorsqu'il va pleuvoir et bleue lorsqu'un temps sec est prévu. Le mécanisme de fonctionnement est basé sur le fait que le tétrachlorure de cobalt 2 est bleu, tandis que l'hexahydrate de cobalt 2 est rose. Partons donc avec un mélange de ces deux formes qui prendra du coup la couleur violette, c'est-à-dire un mélange de bleu et de rose. Et essayons de voir ce qu'il se passe si nous appliquons à cet état d'équilibre une modification. Prenons le cas par exemple où nous allons ajouter de l'eau. Nous avons dit que selon Le Chatelier, l'équilibre allait s'opposer à cet ajout. C'est-à-dire que si on ajoute de l'eau, l'équilibre va consommer de l'eau. Il doit donc faire disparaître ces molécules d'eau en faisant réagir le tétrachlorure de cobalt avec de l'eau pour former plus de hexahydrate de cobalt rose. C'est ce que nous voyons ici. Nous avons en fait déplacé l'équilibre vers la droite. Revenons à notre équilibre de départ et essayons maintenant d'imaginer un second cas. Au lieu d'ajouter de l'eau, considérée ici comme un réactif puisque placé à droite de l'équation, ajoutons plutôt du chlorure, comme par exemple simplement du sel de cuisine avec du chlorure de sodium. On le considérera ici comme produit puisqu'il est placé à droite de la réaction. Si j'ajoute du chlorure, mon équilibre va se déplacer pour consommer ces chlorures. Il va trouver qu'il y a trop de chlorure, il va vouloir les faire disparaître. Donc la réaction entre les chlorures et l'hexahydrate de cobalt va pouvoir se faire pour transformer un petit peu de cobalt en tétrachlorure de cobalt. Et donc on devrait voir apparaître à ce moment-là de la couleur bleue. Notons qu'il est également possible d'agir sur un équilibre non pas en ajoutant un réactif ou un produit, mais en le soustrayant, c'est-à-dire par exemple en le piégeant ou en le faisant disparaître, en le consommant dans une autre réaction. Prenons un premier exemple, si j'ajoute des ions Ag+, eh bien les ions Ag+, sont susceptibles de réagir avec les Cl- pour former un composé insoluble qu'on appelle précipité, le AgCl. À ce moment-là, les Cl- seront moins disponibles dans la solution. Cela signifie qu'au niveau concentration, la solution en chlorure aura diminué. L'équilibre voulant compenser cette modification, il va chercher à recréer des chlorures. Et de fait, la réaction va se déplacer vers la droite, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître la couleur rose. De même, repartons avec notre état d'équilibre, il est possible de piéger l'eau simplement en ajoutant de l'acétone. À ce moment-là, cette eau n'est plus disponible dans la solution, donc le cobalt a l'impression qu'il y a moins d'eau dans cette solution. Il va réagir à cette diminution de la présence d'eau en essayant de compenser, c'est-à-dire en créant de l'eau, donc en déplaçant l'équilibre vers la gauche, c'est-à-dire en créant du chlorure de cobalt et de nouvelles molécules d'eau. On comprend donc maintenant comment ces petits objets fonctionnent. Ils contiennent donc ce cobalt qui a la particularité de pouvoir passer d'une couleur bleue à une couleur rose, et lorsqu'il y a présence d'eau en grande quantité autour de ce cobalt, eh bien il va former de l'hexahydrate de cobalt qui est rose, c'est-à-dire qu'en fait il n'indique pas forcément le temps qu'il va faire, mais il indique plutôt la concentration en particules d'eau dans l'air. Et cet objet va indiquer par sa couleur rose que l'air est chargé d'humidité, ce que l'on pourra alors interpréter par « il va pleuvoir ».
Utilisons maintenant un second exemple pour mieux comprendre ce phénomène et pour observer ce qui se passe au niveau du quotient réactionnel. Prenons ici la synthèse de l'ammoniac à partir de diazote et de dihydrogène. Si j'ajoute des réactifs, je vais observer que l'équilibre va devoir se déplacer pour consommer ces réactifs et va donc produire des produits. Si au contraire j'ajoute des produits, l'équilibre va devoir se déplacer dans le sens de consommer ces produits en trop et donc va produire des réactifs. Voici un graphique qui montre ce qu'il se passe au moment de la modification d'équilibre, puis après lorsque l'équilibre est rétabli, au niveau des concentrations de réactifs et de produits. Si l'on observe ici, ce que l'on a fait, c'est que l'on a ajouté du NO2. Donc nous avions du NO2 au départ qui était à l'état d'équilibre, nous en avons ajouté une certaine quantité, et une partie de ce NO2 a été consommée pour rétablir l'état d'équilibre. On n'est pas redescendu aussi bas que où on était au début, il y a un petit peu plus de NO2, mais on a consommé une partie de ce qu'on a ajouté. On remarque aussi qu'on a augmenté légèrement la quantité de N2O4 qui est présent jusqu'à ce qu'elle se stabilise. On peut observer également que le quotient réactionnel était égal à la constante d'équilibre jusqu'à ce que l'on modifie l'équilibre, que l'on ajoute ce NO2, ce qui a fortement perturbé notre quotient réactionnel puisqu'il a bougé brusquement. Nous avons introduit du NO2. Comme le quotient réactionnel est la concentration de N2O4 divisée par la concentration de NO2 au carré, et bien brusquement la quantité de NO2 augmentant, le quotient réactionnel a diminué et petit à petit le NO2 disparaissant étant consommé, nous avons réatteint l'état d'équilibre, c'est-à-dire que le quotient réactionnel a retrouvé la valeur de la constante d'équilibre et ainsi l'équilibre a été rétabli. Voyons maintenant ce qui se passe si l'on touche à la pression de gaz impliquée dans un équilibre. Il existe trois façons de modifier la pression d'un système qui implique des constituants gazeux. On peut enlever ou ajouter un constituant gazeux, mais cela revient finalement au problème précédent. Nous ajoutons ou nous faisons disparaître un réactif ou un produit. Nous allons le traiter exactement comme le cas précédent. Nous pouvons aussi ajouter un gaz inerte, mais en réalité, si cela change la pression globale, cela n'a aucun impact sur la pression partielle, c'est-à-dire en soit la concentration, donc cela ne modifie pas l'équilibre. Et le dernier cas que nous devons observer maintenant, c'est le cas où le volume du contenant serait modifié, ce qui en soit modifie la pression globale, mais également les différentes pressions partielles. Reprenons l'exemple de l'équilibre entre le NO2 et le N2O4. Ce qui va se passer, c'est que si nous observons cet équilibre, nous avons comme réactif deux molécules créent deux fois plus de pression que nous n'avons de produit, puisqu'il n'y a qu'une molécule. Cela signifie en fait que si maintenant je comprime mon récipient, ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup moins d'espace. Et le système va devoir s'opposer à cette modification. Comme il y a beaucoup moins d'espace, il y a beaucoup plus de pression, il va vouloir diminuer cette pression. Et en fait, s'il transforme des NO2 en N2O4, il fait disparaître des particules. Il y a deux fois moins de particules créées qu'il n'y en avait ici, chaque fois qu'il fait réagir deux molécules de NO2. Donc de fait, si je comprime le récipient, il aura intérêt à créer du N2O4 parce qu'il y a moins de particules, donc ça va diminuer la pression. C'est ce qu'on voit ici. Lorsque l'on a comprimé le récipient, on va augmenter tant la pression de NO2 que la pression de N2O4, mais l'équilibre a fait disparaître un petit peu de NO2 pour réatteindre l'état d'équilibre, tandis qu'il a fait apparaître un peu de N2O4 pour réatteindre l'état d'équilibre. Reprenons notre exemple avec un équilibre entre le tétrachlorure de cobalt et l'hexahydrate de cobalt, l'un est en bleu, l'autre est en rose. Nous partons avec un mélange à l'équilibre, donc avec autant à peu près de chaque forme, et donc une coloration violette. Ce que nous observons, c'est que si nous modifions la température, nous avons un impact sur l'état d'équilibre. En l'occurrence, si nous chauffons le mélange, il va prendre une couleur bleue. Comment interpréter ce phénomène? Essayons simplement d'imaginer l'énergie comme un produit ou un réactif. Si on a besoin d'énergie, donc si l'énergie est un réactif, nous avons ce qu'on appelle une réaction endothermique. Si au contraire la réaction va libérer de l'énergie, nous avons une réaction exothermique.
Ce que l'on observe ici, c'est qu'en augmentant la température, en fait, on fournit de l'énergie. En fournissant de l'énergie, on a déplacé l'équilibre vers la gauche, c'est-à-dire vers la formation du tétrachlorure de cobalt. Cela signifie que l'équilibre s'est opposé à la modification et que de fait, nous avions trop d'énergie, il en a consommé. L'énergie était donc dans la partie droite de la réaction, et si nous lisons par contre la réaction de gauche à droite, telle qu'elle est écrite ici, nous avons une réaction qui est exothermique. Et lorsqu'on fournit de la chaleur, on favorise la réaction endothermique, c'est-à-dire celle qui va consommer l'énergie, puisqu'elle va tendre à faire disparaître l'énergie. Bien entendu que l'inverse est vrai, si maintenant je reprends cet équilibre et que au contraire je le refroidis, ce que je vais observer, c'est que mon mélange va devenir rose, c'est-à-dire que mon équilibre sera déplacé dans le sens de la production de l'hexahydrate de cobalt. Contrairement aux autres cas où la constante d'équilibre restait la même, dans les cas que nous venons d'observer avec des modifications de température, c'est en fait la valeur de la constante d'équilibre elle-même qui est modifiée, c'est-à-dire qu'une constante ne vaut que pour une température et doit être calculée pour chaque nouvelle température. Donc lorsqu'on va vous donner une constante d'équilibre, on vous indiquera toujours pour quelle température elle est valable. On retiendra donc ici que dans le cas d'une réaction exothermique, la formation des produits est favorisée par l'abaissement de la température, tandis que dans le cas d'une réaction endothermique, la formation des produits est favorisée par une élévation de la température.